Monsieur Saïd Ayachi, bonjour. Alors pour un monde meilleur, l'Algérie fidèle à ses positions pour la liberté et l'autodétermination des peuples, un héritage de notre glorieuse révolution du 1er novembre 1954. Le président de la République est à l'ONU pour la 78e session qui se tient en présentiel depuis le Covid 2019. Il va dans son intervention très attendue aujourd'hui réitérer les objectifs du mandat de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité comme pays non permanent, un mandat qui prend effet à partir de janvier prochain puisque la feuille de route a déjà été déclinée. Monsieur Ayachi. Oui, effectivement, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, donc prendra la parole avec le décalage horaire, donc ça va être ce soir. Il va être à la tribune des Nations Unies devant ses pairs donc au cours de cette 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Ça va être un discours très important qui fera date, à n'en pas douter, d'abord pour l'Algérie. Et comment ne pas se rappeler le président Ouali Boumediene 1974, lorsqu'il a prononcé ses discours prémonitoires, ses discours prophétiques, où il avait demandé plus de justice pour le Sud, beaucoup plus des réformes pour le système des Nations Unies, qui, dit-il, a été construit sans les gens du Sud, précisément, et il a demandé plus de paix et de sécurité à travers le monde pour pouvoir bénéficier d'une prospérité partagée entre les peuples. C'est précisément, ce sont ces lignes de force que va reprendre le président Abdelmajid Tebboune, bien sûr, dans un autre contexte international, avec d'autres paramètres et d'autres référents dans son discours, mais bien entendu, ça va être encore une fois la plaidoirie de l'Algérie pour la résolution des conflits par le dialogue inclusif. Ça va être encore la plaidoirie de l'Algérie pour le rééquilibrage des relations internationales, donc forcément la réforme du système des Nations Unies auquel a été appelée donc l'instance onusienne. Ça va être encore la demande de l'application du droit international et par conséquent son respect et son exécution sur le terrain en ce qui concerne au moins la question palestinienne et la question sahraoui. Et bien entendu, le président de la République, comme vous venez de le dire, va décliner les objectifs du mandat de l'Algérie en tant que membre permanent à partir de 2024. Mais justement par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, Monsieur Saïd Ayachi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect pour atteindre bien sûr ces objectifs que vous avez énoncés. Faut-il aujourd'hui envisager d'autres voies de règlement des litiges et des conflits à travers le monde que les guerres et bien sûr ce qui se produit actuellement, réformer impérativement le système de l'ONU pour un monde plus juste? Votre réponse, Monsieur Saïd Ayachi? Bien, l'Algérie et le président de la République, donc, qui va prononcer son discours, va rappeler que la diplomatie algérienne et l'action de l'Algérie à l'extérieur est basée d'abord sur la paix et la concertation entre les différents protagonistes de telle ou telle situation. L'Algérie est exportatrice de paix, tout le monde le sait, et la diplomatie algérienne a fait ses preuves dans ce domaine, puisqu'elle a eu à être sollicitée dans plusieurs conflits à travers la planète, qu'elle a réussi brillamment à pouvoir solutionner. Et puis l'Algérie sait que, et le défend, que lorsqu'il y a une résolution des conflits par le dialogue, il y a une stabilité dans les pays, et lorsqu'il n'y a pas de guerre, il y a forcément un développement économique, ce qui est recherché pour la prospérité des peuples et leur épanouissement. Et par conséquent, ce sont ces référents de la diplomatie algérienne depuis toujours qui vont faire en sorte que l'Algérie plaide pour précisément faire la promotion de la paix à travers le monde. Sauf qu'il y a bien sûr une autre constante, c'est celle de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Et à ce titre, bien sûr, cela appelle à plus de retenue, à respecter beaucoup plus les missions et les mandats de l'ONU qui seuls est en mesure
de donner donc mandat à telle ou telle opération à travers le monde. Mais par rapport à ce que vous déclarez également, M. Saïd Hayachi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important également. Comment aujourd'hui procéder à la réforme de l'ONU et faire entendre la voix des pays en émergence quand on sait qu'ils ne sont pas suffisamment représentatifs, que ceux qui détiennent aussi la voix la plus forte au niveau du système des Nations Unies, c'est les pays les plus industrialisés, les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Monsieur Saïd Hayachi, c'est une question qui préoccupe le monde aujourd'hui pour plus d'équité et de justice. C'est clair, c'est même le nœud gordien des relations internationales actuellement, puisqu'on a vu comment des pays, parce que détenteurs du droit de veto, ont fait des interventions tout à fait inadéquates. Rappelons-nous l'invasion de l'Irak par le président Bush sans mandat de l'ONU. Rappelons-nous un mandat donné dans la précipitation pour la France et la Grande-Bretagne pour agresser la Libye et beaucoup d'autres problèmes de ce genre. C'est précisément déjà ce qu'avait dénoncé le président Boumediene en 1974, c'est ce que va appeler le président Tebboune, c'est le rééquilibrage de relations internationales avec plus de responsabilités pour les grandes puissances qui détiennent les vétos. Vous venez de le dire, ce système des Nations Unies actuel a été construit par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale et précisément par eux-mêmes, ils sont attribués beaucoup de pouvoir qui aujourd'hui fait en sorte qu'avec les abus dont ils se rendent coupables, fait que les relations internationales sont nettement déséquilibrées au détriment des pays du Sud et des pays qui, entre-temps, ont accédé à l'indépendance, qui aujourd'hui ont une voix au sein des Nations Unies, mais une voix qui ne porte pas à côté de celle des puissants, et entre autres celle des membres permanents occidentaux notamment, au sein du Conseil de sécurité. C'est toute cette configuration des Nations Unies qui est appelée à être revue, corrigée, réglée pour faire en sorte que la décision internationale appartienne à tous les États et que de toute façon, dans un proche avenir, il peut y avoir un rééquilibrage dans ces missions des Nations Unies. Nous sommes dans un système de la politique de deux poids, deux mesures, M. Saïd Hayachi, avec ce que nous voyons actuellement. Tout à fait, mais alors sans aucun doute possible. C'est ce qui nécessite une réforme impérative. Le double standard a fait que, justement, on a assisté à des situations tout à fait inacceptables. Si je prends l'exemple de l'entité sioniste et du régime marocain, ce sont les deux seuls pays au monde qui n'appliquent pas les résolutions du Conseil de sécurité. Alors que d'autres pays, pour un peu de retard, tout de suite, on délègue les forces de l'ONU si ce n'est pas la force d'un pays membre du Conseil de sécurité qui intervient. Ce double standard, ce deux poids deux mesures qu'on a revérifié avec le conflit en Ukraine d'ailleurs, jamais l'ONU et les Occidentaux ne se sont occupés d'un dossier avec autant de rapidité, avec autant de volume d'intervention qu'en Ukraine, alors que par ailleurs, il y a des conflits qui perdurent depuis 50 ans et plus. Je veux rappeler ici le drame des Rohingyas en Birmanie, qui sont jusqu'à maintenant tout à fait pourchassés et exterminés par la junte birmane, et beaucoup d'autres cas à travers le problème du Congo, de la République démocratique du Congo n'est pas réglé dans l'est du pays, etc. Mais quand il s'agit d'un pays qui peut intéresser les puissants de ce monde, à ce moment-là, il y a d'autres trucs. Ce double standard a fait qu'il y a une injustice dans les relations internationales, et cette injustice qu'on veut corriger précisément à l'occasion de cette reconfiguration du système des Nations Unies. Alors, près de 90 ans après, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'ONU a failli dans sa mission de maintien de la paix et la résolution des conflits à travers le monde, et on le voit avec la guerre en Ukraine, bien sûr, le parti pris également des Nations Unies, également pour la Syrie et d'autres pays également, Monsieur Saïd Hayachi, la Libye, qu'on a totalement détruit. Je serais un peu plus nuancé sur le jugement. Je dirais que peut-être au départ, c'était une chose
peut-être elle n'était pas parfaite, mais elle était nécessaire et en tout cas elle a servi pendant un certain temps. Mais tout de suite après, ça a dérapé. Ça a dérapé parce que le droit de veto et la position des membres permanents étaient trop fortes au sein des Nations Unies, qui avec le temps a continué à déraper, qui a continué à se pervertir, qui a fait que les affaires de ce monde étaient gérées par quelques pays à peine, 2 ou 3 pays à travers le monde et qui imposaient leur volonté à la planète. Et cela a été inacceptable lorsqu'on sait que par la suite, les peuples des pays du Sud ont été dans les universités, ils ont été formés, ils ont été politisés, ils ont su ce que c'est le colonialisme, pas seulement le colonialisme économique, pas seulement le colonialisme présent, mais aussi le colonialisme d'idées. Et donc, aujourd'hui, il y a des générations entières qui disent qu'il faut plus de justice dans les relations internationales, qu'une voix africaine vaut une voix nord-américaine, et que par conséquent, il faudra revenir à cet équilibre qu'il faut installer, mais cela ne va pas se faire facilement, puisque ceux qui détiennent le pouvoir au sein du Conseil de sécurité ne vont pas le lâcher aussi facilement. Et donc, il faudra des négociations, il faudra des pressions, il faudra peut-être même, d'où d'ailleurs on le voit, il est attendu selon les analystes qu'il y a un bouleversement des relations internationales qui risque d'arriver après les BRICS et qui va accoucher d'une multipolarisation à travers la planète. Par conséquent, un autre partage, une autre configuration des relations internationales. Mais les droits de l'homme, c'est devenu aujourd'hui un instrument d'ingérence dans les affaires intérieures des pays, puisque nous avons vu par le passé que Saddam Hussein a été exécuté. Il était considéré comme étant une menace pour l'humanité et son peuple, puisqu'il détenait l'arme de destruction massive qu'on n'a jamais trouvée. Bien entendu. Voilà un exemple d'abus de pouvoir, de perversion de rôle de la part des puissants de ce monde. Et bien sûr que aussi bien Saddam Hussein que Kadhafi que d'autres, ils ont été éliminés parce qu'ils n'arrangeaient pas les affaires des puissants de ce monde qui avaient une autre façon de configurer la planète. Et par conséquent, aujourd'hui, lorsqu'on sait que les pays qui détiennent les vétos gèrent à leur guise les relations internationales, cela devient inadmissible pour beaucoup de pays et ces pays-là, aujourd'hui, veulent faire entendre leur voix en disant qu'il est possible, qu'il est nécessaire de rééquilibrer ces relations, de le rebâtir sur des standards, partagés par tout le monde et applicables à tout le monde. Et par conséquent, là, il va y avoir une résistance de ceux qui détiennent ce pouvoir, mais il va y avoir une pression de ceux qui demandent le changement. Ça commencera d'abord par, bien sûr, l'ONU, par le Conseil de sécurité, ou peut-être qu'il doit voir un élargissement du Conseil de sécurité, qui doit peut-être voir une redéfinition des missions, qui va appeler à plus de discipline et à plus d'exécution des résolutions du Conseil de sécurité et non pas à la tête du client. Nous allons être intransigeants avec celui-là et permissifs pour ne pas dire indulgents avec un autre. Et bien entendu, cela doit ramener beaucoup plus de justice et d'équilibre dans les relations internationales. Mais on l'a vu ces derniers temps, des débats bien sûr autour de toutes ces questions. Certains États et pays revendiquent aujourd'hui la nécessité de juger par le TPI ces dirigeants à l'origine de ce qui s'est produit comme crime contre l'humanité ces dernières années, notamment la liquidation de certains dirigeants de pays arabes. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, puisque nous avons vu, pour certains c'est appliqué, pour d'autres c'est l'impunité totale, comme c'est le cas par exemple pour l'ancien président américain Bush. Tony Blair. Toujours le double standard. Toujours le double standard qui est inadmissible, intolérable, insupportable. Et par conséquent, on pourrait répondre à cela et dire ceci. Définissons ce que sont les crimes contre l'humanité, définissons ensemble de façon, totale, quelles sont les notions de génocide, etc. Et puis maintenant, listons, puisqu'il y a ils sont imprescriptibles, ces crimes contre l'humanité. Il faut juger même ceux qui l'ont fait bien avant. Il faut amener Bush devant le TPI avant d'amener Poutine. Il faut amener Bush devant le TPI. Il faut amener, non pas pour faire un parallèle entre un tel et un tel, mais surtout pour dire qu'il y a une justice pour tout le monde. Il n'est pas sain, il n'est pas normal de citer quelqu'un pour dire il doit passer devant un TPI et puis laisser un autre qui a commis il y a eu 500 000 enfants irakiens qui sont morts lors de l'agression américaine. 500 000 enfants. Et par conséquent, il faudra ceci est revendiqué par les peuples du Sud pour dire qu'il faut plus d'équilibre
dans les partenaires. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Soyez nombreux. À tout de suite. Alors, M. Saïd Ayachi, je voudrais revenir sur un aspect qui est important, qui sera certainement réitéré aujourd'hui par le président de la République par rapport à la constance des positions algériennes. L'Algérie qui reste aussi un pays hautement humanitaire, qui aide ses pays et les pays voisins particulièrement. Et on a vu le déploiement de l'Algérie lors des inondations de la Libye, auparavant en Syrie et également en Turquie. M. Saïd Ayachi. Vous savez, ce n'est pas toujours... indiqué de parler de soi-même, mais j'ai été pendant 6 ans président du Croissant Rouge algérien, de 1994 à 2000. C'est pour ça que vous êtes militant des droits de l'homme. Tout à fait. Tout à fait. Et je suis bien placé pour dire que notre pays a une action humanitaire d'envergure exceptionnelle. Sauf que nous avons, j'allais dire, ce sentiment de pudeur de ne pas le dire. Alors que beaucoup de pays qui font le millième de ce qu'on fait, le clairon sur tous les toits est inscrit sur tous les registres internationaux. L'Algérie a aidé et continue d'aider et le fera tout le temps parce que c'est une dimension de notre culture, c'est une dimension de notre révolution. La solidarité. La solidarité par excellence et la générosité de notre peuple. Et c'est ainsi que l'Algérie, mais elle a aidé, elle a été là pendant toutes les catastrophes naturelles du monde. On parle des réfugiés sahraouis, mais elle n'a pas accueilli que les réfugiés sahraouis. Les réfugiés de la sécheresse du Mali, les réfugiés de la faim du Niger, les réfugiés palestiniens, les réfugiés chiliens, les réfugiés argentins. Ça, en ne parlant que des réfugiés. Mais alors, pour les catastrophes naturelles, la liste est très longue. Je rappellerai par exemple que lorsqu'il y a eu le séisme de Kobe en 1997, l'Algérie a aidé le Japon. À titre symbolique, peut-être le Japon n'en va pas bien, mais l'Algérie a fait le geste quand même. Je ne parle pas de l'Iran, de la Bosnie-Herzégovine, de la Libye, bien sûr, de Meshhed en Iran. L'Algérie a toujours eu une activité humanitaire très importante et c'est à l'honneur de notre pays. Et bien entendu, aujourd'hui encore une fois, l'Algérie continue d'aider. Elle a effacé, je le rappelle, les dettes des pays africains. Elle a toujours été là lorsqu'il fallait aider des pays qui sont affligés par des conflits internes et qui par conséquent connaissent des situations sociales difficiles. Je pense au Yémen, je pense au Tchad, je pense au Niger, je pense au Mali et au Burkina Faso. Mais cela, on le fait parce que c'est dans notre culture, c'est dans notre personnalité, c'est un héritage de notre révolution, la générosité et la solidarité. Mais comment aujourd'hui, par exemple, votre commentaire par rapport à cette question, M. Saïd Ayachi, qualifier le rejet par le Makhzen de notre aide humanitaire en direction du peuple marocain après le terrible séisme qui a frappé ce pays ? Vous savez, le régime marocain est un régime pervers, c'est le cas de le dire dans tous les sens du terme, et par conséquent, il a confondu une situation dramatique, une situation humanitaire avec qu'il a voulu, comme il en est expert dans la matière, qu'il a voulu immédiatement exploiter politiquement. Il en a fait une histoire politique. Donc, les pays avec lesquels je m'entends peuvent venir m'aider. Les autres, ils doivent d'abord reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental pour qu'ils puissent venir d'aider. Donc c'est une conditionnalité de l'aide humanitaire, alors que des Marocains se trouvent en cours sur les décombres, ensevelis par les effets du séisme, et que les Marocains, lorsqu'ils sont au fin fond de l'Atlas, c'est-à-dire qui ne mangent pas, qui dorment dehors, qui n'ont pas de couverture. Et l'aide humanitaire est ainsi faite que lorsque il y a le feu chez les voisins, il faut que les gens accourent, eh ben, il y a un séisme, les gens se proposent. Mais le roi, lui, a tout de suite switché le séisme qu'a connu le Maroc en une question politique conditionnelle, soumise à la reconnaissance du Sahara occidental, la marocanité du Maroc sur le Sahara occidental, pour pouvoir venir l'aider. C'est ainsi qu'il a refusé donc une aide. C'est abject, c'est tout à fait intolérable, mais ça reviendra en effet boomerang sur la politique marocaine et bien sûr ce sera un point noir dans la gestion de la crise née du séisme au Maroc. Mais que craignait le Makhzen aujourd'hui? Découvrir la réalité dans laquelle vivent aujourd'hui les Marocains, M. Saïd Ayachi, puisqu'on l'a vu, même pour certains pays, ça a été un rejet. Ils qualifient ça carrément comme étant un acte inconscient.
Oui, irresponsable. C'est un peu le développement que j'ai fait, parce que on ne peut pas prendre un drame humanitaire et on veut l'exploiter politiquement. Le drame humanitaire, ça demande une solution humanitaire. Et une question politique demande une réponse politique. Et par conséquent... Il faut faire la différence entre les deux. Bien sûr. Ne pas entretenir l'amalgame. C'est tout à fait... Entre le politique et l'humanitaire. C'est tout à fait inacceptable de vouloir faire l'amalgame. Or, en question d'amalgame, en question de confusion, en question d'instrumentalisation, le régime marocain est expert en la matière. Et évidemment, vous avez raison peut-être aussi de souligner que si des journalistes accouraient et que si des ONG devaient venir et si des représentants d'État devaient aller au Maroc, ils découvriraient la véritable situation du peuple marocain qui vit dans la précarité la plus extrême. Alors aujourd'hui, une des questions, c'est la décolonisation d'un des pays les plus... le dernier sur le continent africain occupé aujourd'hui, le Sahara occidental. Est-ce qu'on peut considérer que dans ces dossiers, il y a des avancées ou alors il y a toujours des obstacles qui sont créés par le MERSEN pour éviter bien sûr que la mission des Nations Unies n'accomplisse son travail? Alors, il y a eu quelques avancées quand même. Il faut reconnaître à M. de Mistura un courage politique réel et puis une ténacité qui a fini par payer, puisqu'il a réussi à se rendre dans les territoires occupés du Sahara occidental, chose qui a été refusée à Christopher Ross, entre autres. Et même de Mistura, il avait déjà demandé en 2021 et elle a été d'une certaine façon sabotée par le régime marocain parce qu'il lui a imposé de vouloir l'accompagner dans sa visite et de le guider comme il veut, ce qu'a refusé de Mistura. Aujourd'hui, il est allé au Sahara occidental. Deux choses à relever. D'abord, s'il n'a pas vu, il a eu un écho très précis de la répression des manifestants pacifiques sahraouis par l'administration marocaine d'occupation. Et donc cela prouve réellement qu'il y a une répression au Sahara occidental contre les civils sahraouis. Et deuxièmement, il a pu rencontrer des associations sahraouis qui lui ont remis un rapport sur les violations des droits de l'homme au Sahara occidental. Nous espérons que M. de Mistura en fera bon usage dans le rapport qu'il va présenter le 16 octobre au Conseil de sécurité, qui doit lui-même se prononcer par une résolution à la fin octobre. Et nous verrons à ce moment-là le truc. Maintenant, pour ce qui est de la question en elle-même, il faut dénoncer, nous l'avons vu tout à l'heure et ça rejoint un peu la première partie de l'émission, il faut dénoncer la léthargie, l'inertie du Conseil de sécurité qui toujours maintenant accouche d'une résolution qui reconnaît quelque part le droit du peuple sahraoui de détermination, mais qui n'oblige pas le Maroc à accepter l'organisation de ce référendum pour lequel, je le rappelle, il y a déjà une mission des Nations Unies, la MINURSO, qui est chargée d'organiser ce référendum. Et donc c'est au niveau du Conseil de sécurité que se trouve le blocage, parce qu'il y a des pays qui, complices du Maroc, ne permettent pas l'avancée sur le problème, c'est-à-dire d'aller vers un référendum qui permettrait aux Sahraouis de choisir librement leur destin. Alors je rebondis, qui est à l'origine de ces blocages, M. Saïd Ayachi, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant? D'abord la France, bien entendu. Il y a la France qui, de façon très claire, rappelons-nous, puisqu'on parlait des droits de l'homme, la France en 2013 s'est opposée à l'élargissement du mandat de la MINURSO. Je rappelle que le mandat de la MINURSO ne contient que 2 missions, c'est faire respecter le cessez-le-feu qui n'existe plus, c'est organiser le référendum d'autodétermination qui ne vient pas. Donc on se demande même d'abord l'existence de la MINURSO. Tant mieux qu'elle existe, mais jusqu'à maintenant c'est une situation surréaliste de la MINURSO au Sahara occidental. Et puis donc la France soutient le Maroc dans la position qui est la sienne, à savoir faire durer, parce que le Maroc, de façon tout à fait évidente, pratique la politique du fait accompli et la stratégie de la fuite en avant dans le dossier du Sahara occidental. Faire durer le temps pour pouvoir peut-être imposer avec le temps sa présence au Sahara occidental, alors que le droit est très clair. Le droit dit que le peuple du Sahara occidental, territoire non autonome, ainsi catalogué sur les tablettes de l'ONU, peut et doit bénéficier d'un référendum de détermination, qui n'arrive pas, parce que tout simplement, on ne se précipite pas, on ne contraint pas le Maroc
à accepter ce référendum de détermination, qui, je le rappelle, fait partie des conclusions de l'accord de cessez-le-feu qui a été conclu entre le Front Polisario et le Maroc en septembre 1991. Mais il semblerait aussi que les relations entre le Makhzen et la France ne sont plus comme elles l'étaient par le passé. Est-ce que c'est une volonté de faire croire que rien ne va plus entre les deux pays, ou alors il y a toujours cette complicité sur certains dossiers, monsieur Saïd Ayeshi? Oui, je crois que là aussi il faut faire le distinguo entre les espaces de la politique ou du moins des relations franco-marocaines. Il y a cette crise qui est conjoncturelle, actuelle, entre le régime marocain et le pouvoir politique français. Mais il y a de très forts lobbies français en faveur du Maroc qui travaillent dans l'ombre et qui, eux, font en sorte que les relations entre le Maroc et la France, si officiellement ne sont pas bonnes, officieusement continuent d'avancer comme il m'a été selon la bonne formule laissée par le maréchal Lyoté, résident au Maroc, et qui a dit qu'il faut absolument toujours sauver le régime marocain, le régime royal marocain. Mais malgré tous les blocages, il y a aujourd'hui un consensus à travers le monde que c'est une question de décolonisation. Ça a été réitéré encore une fois par les Américains récemment, M. Saïd Ayeshi, par l'Italie, par les Britanniques et d'autres États également. Mais vous savez, sur la Chine, la Russie, tous les pays. Vous savez, sur le plan même ceux détenteurs du veto, du droit de veto. Sur le plan juridique, il n'y a pas de plus clair que le problème sahraoui, qui tient en 2 points. Le territoire du Sahara occidental est répertorié sur les tablettes de l'ONU comme territoire non autonome, c'est-à-dire colonisé. Deuxièmement, la doctrine des Nations Unies en matière de décolonisation et la Charte des Nations Unies dit que les peuples des territoires non autonomes, les peuples des territoires colonisés ont le droit de choisir librement leur destin à travers un référendum de détermination. C'est la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies. Par conséquent, il n'y a plus rien à dire. Tout est fait. Le peuple du Sahara occidental doit bénéficier d'un référendum de détermination. Personne ne pourra rien changer, sauf si l'on change le droit international, ce qui n'est impossible. Et par conséquent, aujourd'hui, il faut absolument que le droit international qui est reconnu aux Sahraouis soit appliqué sur le terrain. Et c'est là le rôle du Conseil de sécurité, c'est là le rôle des grands de ce monde qui puissent permettre au peuple sahraoui de choisir librement son destin. Mais pourquoi donc, monsieur Saïd Ayeshi, le Makhzen veut à tout prix impliquer l'Algérie, accuser l'Algérie et attaquer via les réseaux sociaux l'Algérie? On a vu actuellement les attaques cybernétiques dirigées contre l'Algérie et ses dirigeants. Monsieur Saïd Ayeshi. Très intéressante question. Je compléterai ma réponse précédente très rapidement en disant que pour ce qui est du droit international, de son application et qu'il soit reconnu au peuple sahraoui. Vous savez ce que disent les Occidentaux dans ce problème? Ils disent oui, les Sahraouis ont droit au référendum de détermination. Ils peuvent être indépendants, mais si jamais le Maroc perd cette question du Sahara occidental, c'est la monarchie qui s'effondre. Et nous ne souhaitons pas que la monarchie marocaine puisse s'effondrer parce que c'est un allié, c'est un ami, etc. Voilà comment on veut régler un problème en niant à un peuple, à tout un peuple, le droit de s'émanciper. Pour répondre à votre question précisément, parce qu'on parlait du droit international, le Maroc est coincé. Le Maroc et ses soutiens sont coincés par le droit international. Ils n'y peuvent rien. Il faut absolument qu'il y ait un référendum de détermination. Donc le Maroc, pour sortir du cadre du droit international, pour échapper à la sanction du droit international, il veut bilatéraliser le problème entre lui et l'Algérie. Et c'est comme ça qu'il, depuis maintenant des décennies, dit que le Front Polisario n'existe pas, que le problème du Sahara occidental est un problème fabriqué par l'Algérie, que notre problème est un problème de voisinage et qu'il faut absolument qu'il y ait un problème entre l'Algérie et qu'il y ait une solution entre l'Algérie et le Maroc. Il oublie tout simplement que ceux qui ont signé le cessez-le-feu avec lui, c'est le Front Polisario, que ceux qui ont négocié avec le Maroc, c'est le Front Polisario. Et donc, à ce titre, il faut déstabiliser l'Algérie. Et c'est ainsi qu'on assiste à des tentatives de déstabilisation qui ont été perpétrées à l'encontre de notre pays depuis longtemps, qu'il y a cette hostilité, cette agressivité envers l'Algérie et cette intimidation même de l'Algérie lorsqu'ils ont installé l'entité sioniste à nos frontières. Mais aussi les
complice du Makhzen active au niveau international pour ternir l'image de l'Algérie et relancer le qui-tu-qui. On le voit avec l'affaire, bien sûr, de M. Nazar. Bien sûr, parce que tout simplement, qui détient les réseaux médiatiques à travers le monde? C'est l'entité sioniste qui détient les réseaux. Et à ce titre, il y a d'abord un embargo sur la question sahraoui. Vous n'entendrez jamais parler de la question sahraoui dans les grands médias occidentaux. Parce que tout simplement, le Maroc bénéficie de cette complicité criminelle des réseaux sionistes. Et de l'autre côté, bien sûr, le QTQ, si on veut le remettre au goût du jour, malgré qu'il a été prouvé que c'est tout à fait une cabale, injuste et tout à fait intolérable contre l'Algérie, mais parce qu'il y a ces réseaux sionistes qui travaillent pour le Makhzen, précisément, il est temps maintenant de réveiller la bête qui dort. On va parler du QTQ, pas seulement pour traîner M. Nazar ou un autre truc, mais pour embêter l'Algérie d'abord. M. Nazar n'est qu'un symbole de la décennie rouge parce qu'il a eu à assumer de lourdes responsabilités, il l'a fait avec honneur pour l'Algérie. Et par conséquent, aujourd'hui, si on touche M. Nazar, on a touché l'armée nationale populaire qui est l'épine dorsale de l'État algérien. On veut attaquer l'armée nationale. Et on veut attaquer, on veut ternir, on veut mettre les généraux algériens au même rang que les colonels grecs ou que les généraux argentins ou Pinochet et bien sûr, ça n'a rien à voir, c'est tout à fait une lubie, une chimère, un délire de maroco-sioniste. Mais bien entendu, il faudra faire face à ça parce que la menace existe bel et bien, mais elle n'aboutira pas. Alors, comment considérer la réactivation de ce dossier par la justice suisse? Qu'est-ce qui se cache derrière M. Saïd Ayachi attaquer la colonne vertébrale de notre pays, l'armée populaire nationale? C'est cette stratégie dont je vous parlais. La Suisse est instrumentalisée parce que malheureusement, tous les pays occidentaux, pratiquement tous, sont sous l'influence sioniste, qu'on le veuille ou pas. Il ne faudra pas dire du mal d'Israël. Et maintenant qu'il y a cette normalisation entre le Maroc et Israël, il ne faudra même plus dire du mal du Maroc. Parce que quand vous dites du mal du Maroc, vous dites du mal de l'entité sioniste. On veut faire l'Algérie. C'est insupportable. Et par conséquent, maintenant, la cible qu'il faut toucher, c'est l'Algérie, parce que l'Algérie est le pays qui ne veut pas normaliser avec Israël. Et par conséquent, il faut réactiver. Il faudra que ce régime en Algérie qui tient tête à cette configuration qu'on veut absolument imposer au monde arabe, pour le mettre à genoux, ce pays-là qui continue de résister, il faudra le mettre à genoux, il faudra lui créer des problèmes, il faudra l'intimider à ses frontières, il faudra faire des procès, il faudra créer de remous même à l'intérieur de l'Algérie, etc. Donc c'est ce front intérieur précisément auquel appelle le président de la République et auquel maintenant la société sociopolitique est sensibilisée. Il faudra créer, parce que nous sommes confrontés à des menaces. Tout ce qui se passe au Sahel, tout ce qui se passe à nos frontières n'est pas fortuit. C'est aussi une menace contre l'Algérie, c'est aussi, bien entendu, des projets funestes contre la stabilité de notre pays. Alors, confronté au conflit et tentative de déstabilisation, certains considèrent qu'il y a aujourd'hui la nécessité d'aller vers un renforcement du front interne, unir les Algériens sur un consensus pour pouvoir bâtir un pays solide. Monsieur Saïd Ayachi, quelle est votre réponse? C'est la question de l'auditeur. Moi, je crois que là, il y a surtout, d'abord, alhamdoulilah, nous avons un peuple uni, nous avons un peuple conscient, nous avons un peuple politisé. C'est aussi, d'ailleurs, un héritage de notre révolution. Le peuple est conscient des dangers qui menacent notre pays, mais n'empêche qu'il faudra, donc, au pouvoir public, à tous les espaces, à la société politique, aux partis politiques, ils le font d'ailleurs assez bien, mais il faudra aller crescendo vers un renforcement de ce front intérieur par l'explication, par la pédagogie, par expliquer à nos jeunes ces plans diaboliques qui sont fomentés dans nos officines à l'étranger contre notre pays. Et ce n'est pas un discours, ce n'est pas de l'alarmisme, ce n'est pas une alerte, c'est quasiment de dire attention, il y a vraiment péril en la demeure, il y a un danger, notre pays est ciblé. Il faudra tout simplement que nous nous organisons pour faire face éventuellement et parer à toute éventualité. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, un rapporteur des Nations Unies sur les droits de l'homme est en séjour en Algérie actuellement jusqu'au 26 de ce mois. Il rencontrera bien sûr tous les responsables, tout bien
bien sûr les représentants de la société civile, les députés et autres organisations dans des médias également. Monsieur Saïd Ayachi, comment considérer la situation des droits de l'homme? Certains disent que nous sommes un pays restrictif des libertés. Quel est votre commentaire, monsieur Saïd Ayachi? Je dirais d'abord, je ne sais pas si vous connaissez le proverbe, charbonner et mettre chez soi. Chacun gère son pays comme il l'entend. Ça ne veut pas dire qu'on doit le gérer dans l'abus ou la violation des droits sociaux et politiques, non. Mais vous savez, il n'y a pas un pays au monde où on ne reproche pas des dépassements en matière de droits de l'homme. On l'a vu en France dernièrement. Non seulement en France, aux États-Unis, il n'y a pas un seul, je dis bien un seul pays au monde qui échappe à cela. Il n'y a pas un seul. Et donc, bon, c'est une... Pourquoi pour certains pays, on n'en parle pas, pour d'autres non, tout simplement, mais après, on va revenir au double standard. S'il y a pratiquement un mort tous les 24 secondes aux États-Unis, pour une raison ou pour une autre, si on reprochera, on ne parlera pas de cette victime d'un tir avec arme de guerre, etc., dans une rue des USA, mais on parlera d'un accident qui est arrivé à Boudouaou. Et c'est un dépassement des droits parce qu'il y a une violation du code de la route. Vous savez, le 2 poids 2 mesures, c'est ça. C'est précisément l'instrumentalisation des droits de l'homme pour noircir le tableau d'un pays et ne pas essayer de ne pas voir les dépassements de droits de l'homme pour qui concerne notre pays qui est notre protégé. Voilà le double standard où ce qu'il amène. Et cet envoyé spécial de l'ONU va faire son travail, faire sa mission. Moi, je suis de ceux qui considèrent que voilà, par exemple, des choses à réformer au sein des Nations Unies, parce que les droits de l'homme sont, j'allais dire, à géométrie variable. Lorsqu'ils sont appréciés d'une façon qui n'est pas selon les mêmes critères dans tous les pays, à ce moment-là, ça devient une mission, j'allais dire, de routine. Et par conséquent, il va partir avec un rapport qui ne sera pas forcément tout à fait blanc pour notre pays, mais qui ne sera pas tout à fait noir non plus. Et c'est à l'instar de tous les pays du monde, je le répète, il n'y a aucun pays qui échappe à cette épreuve, j'allais dire, d'inspection. Alors, il faut une mobilisation de toute la société pour faire un front commun, monsieur Saïd Ayachi, par rapport à toutes ces questions que nous avons soulevées ce matin, puisque l'Algérie reste constante dans ses positions au niveau international. Elle ne les a pas changées depuis la déclaration du 1er novembre 1954. Monsieur Saïd Ayachi. Moi, je crois que la constance dans la position algérienne, ce qui concerne les problèmes du monde, comme nous avons évoqué ce matin, d'abord, c'est à l'honneur de notre pays. Rappelons-nous que quand même, l'Algérie, on l'a dit brièvement, est intervenue à la demande des concernés, est intervenue avec efficacité dans beaucoup de conflits. L'Algérie, dans la diplomatie basée sur des référents que nous avons cités, sur lesquels on ne va pas revenir, et par conséquent, il faudra peut-être augmenter ce niveau de vigilance pour préserver notre pays de quelque malheur que ce soit, mais il faudra aussi être fier de la position de l'Algérie parce qu'elle est conforme à la résolution, à la proclamation du 1er novembre et qu'elle reste fidèle au serment que nous avons fait à nos Chouhada de nous opposer à toute forme de colonialisme, à toute forme d'occupation et de faire la promotion de la paix, de la stabilité et de la justice sociale. Et il faut être fier de notre glorieuse révolution. Alors, autre commentaire de l'auditeur qui vous dit pourquoi le rapporteur des Nations Unies ne va pas enquêter en Israël où des milliers d'Algériens, de Palestiniens sont assassinés au quotidien dans les enfants, ou aller, bien sûr, plaider pour le jugement de Bush, Sarkozy ou Tony Blair. Excellente question, sauf qu'ils le font. Le problème, c'est que les rapports, quand ils arrivent au niveau des Nations Unies, les uns sont mis sur la table pour qu'on puisse les mettre dans un rapport de l'Assemblée générale des Nations Unies ou dans la Commission des droits de l'homme, et d'autres sont mis dans les tiroirs pour qu'on ne les voit pas. Israël, le Maroc, il y a 53 rapports d'ONG de violation des droits de l'homme. Le Conseil de sécurité n'a jamais émis un avertissement ou un rappel de l'ordre au Maroc à propos des violations des droits de l'homme. Idem pour Israël. Vous savez, est-ce qu'il y a eu une enquête sur, comment elle s'appelle la journaliste, Chirine Abou Akleh? C'est clair. Mais on a décidé qu'on n'en parlera pas.
On n'en parlera pas. Il y a à peine 2 semaines, il y a eu donc... en France, le garçon, France, le petit et puis Naël. à Jénine. L'attaque de l'armée israélienne à Jénine. Donc tout ça, c'est le double standard, et c'est ce double standard qui doit absolument disparaître de relations internationales. Et l'histoire est impitoyable, elle n'oubliera rien. Monsieur Saïd Ayeshi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, au revoir.